Eh ben c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes le 27 mars 2025. C'est le printemps. Vous voyez, dehors, il fait un temps magnifique. Bientôt, on pourra faire court dehors. Ça va être très, très sympa. Alors, nous sommes de retour pour ce cours consacré à l'expression écrite et orale et ou orale en posant les fondements d'une bonne expression qui soit à la fois raisonnée et persuasive. Donc, un cours de logique et de rhétorique, mini cours, hein, on n'a pas beaucoup d'heures malheureusement. Donc on en est toujours à la démonstration, l'aspect logique. On va passer bientôt à la rhétorique. Mais donc, pour rappel, on a vu donc, on se base sur Aristote, évidemment. Comme je disais, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Hein. C'est lui qui a posé à la fois les fondements, mais plus que les fondements, parce que bien sûr au Moyen Âge, tout ça, tout le monde on est rentré dans les détails, mais fondamentalement, il avait vu juste quoi. On va regarder un petit peu ensemble justement quelques développements du 19e siècle qui ont vraiment posé les fondements de la logique moderne mathématique avec l'adjonction de symboles, de diagrammes, etc. On ne va pas beaucoup en parler, mais je vous en dirai deux mots. Mais voilà, globalement, on peut remercier Aristote d'avoir aussi bien fondé l'approche scientifique, j'allais dire moderne, mais disons antique et moderne, donc tout court, on va dire. Alors, on en était la dernière fois, on avait vu donc les deux premières opérations de l'esprit. On a parlé des termes, enfin des notions et des termes, et puis on a ensuite parlé des propositions, donc de l'action de dire quelque chose à propos de ces termes. Je vous avais demandé de réfléchir un peu justement à des problèmes d'ambiguïté, des termes qui pourraient vous paraître ambigus, des propositions qui pourraient vous paraître ambiguës, de donner comme ça à réfléchir si vous avez déjà été confronté à ça, si ça fait ou simplement simplement par exercice comme ça d'imaginer quelque chose. Est-ce que vous avez pensé à des choses? Je me tourne aussi vers les étudiants à distance. Si on peut juste comme ça partager deux, trois exemples ensemble, ça permet de renforcer un peu les acquis de la dernière fois. Quelqu'un veut prendre la parole? Non, vous êtes tous très timides. De l'autre côté non plus? Bon. Si je veux bien dire. Oui, je vous écoute. Alors, attendez, un instant, il faut que je regarde mon texte. J'avais trouvé une proposition copulative qui Alors, pourrait une être aussi proposition adversative. copulative qui pourrait être aussi adversative, oui, c'est ça? Voilà, c'est là qu'est l'ambiguïté. Mhm. La théologie est une discipline parfois ardue et elle est intéressante. Mais elle est intéressante. Alors, Alors, attendez, je vais noter. Je note à l'écran parce que aussi pour que les étudiants en classe entendent. Donc, la théologie est une discipline discipline ardue, c'est ce que vous avez dit? parfois ardue Parfois ardue, et elle est intéressante. parfois ardue, Et en fait, et elle est intéressante. on Oui. pourrait dire mais elle est intéressante parce qu'il y a une contradiction. Alors, et ou mais. Ah ah. Oui, oui, d'accord, Oui. je vois, effectivement. Alors, effectivement, c'est intéressant de voir l'utilisation d'une conjonction de coordination. Alors, c'est vrai que nous, on s'est penché uniquement sur des. Donc là, on a deux propositions, en fait. On dit d'une part que la théologie est une discipline parfois ardue, et on dit d'autre part que la théologie est une discipline intéressante. Donc, en fait, il y a deux prépositions, mais effectivement, on peut faire une proposition, donc deux propositions simples, et qu'on va bien sûr associer. Donc on a vu ça effectivement la dernière fois en disant qu'on peut utiliser des conjonctions, donc avec une conjonction ou une disjonction avec un et ou un ou. euh, Effectivement. Donc tout ça c'est effectivement intéressant. Donc ce qu'on appelle les propositions composées, hein, et en l'occurrence une proposition copulative, avec effectivement une nuance de sens. La conjonction coordination et elle est effectivement ambiguë par nature. C'est intéressant de voir que, puisqu'on est dans le cadre de la théologie dans la Bible, la conjonction vave en hébreu, pour rentrer dans l'exemple du texte biblique, et sert effectivement à tout. Et elle peut être effectivement simplement associative de façon positive, ou aussi effectivement avoir une valeur adversative. Alors que vous me direz en grec aussi, hein, si vous mettez un dé, le dé en grec est aussi assez large au niveau de l'utilisation. Si vous avez Allah en grec, alors là, vous êtes sûr, il y a vraiment une opposition franche. Si vous mettez dé,
Vous dites, ah oui, j'ai quelque chose, mais j'ai autre chose aussi à vous dire, et donc l'articulation n'est pas toujours évidente. Alors, il y a un exemple célèbre de la révision de la TOB, c'est dans le Cantique des Cantiques, avec ce même type d'opposition. Je vais vous montrer ça à l'écran, c'est chapitre 1, verset 8. Je dis ça de mémoire, mais je peux dire des bêtises, on va s'en assurer tout de suite. Je vais mettre le texte à l'écran. Donc, je vous disais, c'est dans, qu'est-ce que je dis, Cantique 1.8. Je dis ça de mémoire. Non, alors c'est pas ça. C'est peut-être un peu avant, verset 5, ou je ne sais pas. Voilà, c'est verset 5, vous voyez, comme quoi je ne connais pas encore tout à fait la Bible par cœur. Enfin, j'étais pas loin. Euh, Regardez ce qu'on lit. Shrora Ani ve Navot, ou Nava, pardon, Nava, ouais. Donc, Shrora Ani Venava, comme j'ai le soleil dans les yeux, c'est un peu difficile, Bnot Yerushalayim. Donc, Shrora, Shachor en hébreu, c'est l'obscurité, hein, c'est ce qui est sombre. Donc, je suis noir, Ani, hein, moi, noir, Ve Nava, et vous avez conjonction Vav, et puis là, vous avez l'adjectif qui veut dire c'est un compliment, c'est quelque chose qui est agréable à voir, voilà. Donc, beau, mignon, ce que vous voulez, joli. Bnot Yerushalayim, fille de Jérusalem. Donc, elle s'adresse aux filles de Jérusalem et elle dit, bon, vous connaissez le Cantique des Cantiques, hein, c'est donc ce poème d'amour entre un homme et une femme, etc. Et donc, voilà, bon. Et donc là, c'est la femme qui parle et qui dit, donc, je suis noire et je suis belle. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que la version précédente de la traduction œcuménique de la Bible, là, je vous mets la révision 2010, la traduction précédente avait mais, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Alors que le vav en hébreu ne dit pas en soi que c'est nécessairement adversatif, vous voyez. Donc je suis noire, mais je suis belle, je suis sombre de peau, mais je suis belle. La traduction française supposait que le fait d'être noir, c'est plutôt pénalisant. Donc en dépit du fait que je sois noir, je suis belle. Donc ce qui peut être perçu comme un peu raciste, si vous voulez ce que je veux dire. Bon. Et donc, du coup, la révision de 2010 a changé ça. Et celui qui a impulsé ce changement, je le connais, il me l'a dit, lui-même est blanc, mais à l'époque avait une épouse noire, et donc il était un peu frustré par le fait qu'on dit je suis noir, mais je suis belle, et donc il a dit bah, il n'y a pas de raison, donc on va changer la traduction, je suis noir et je suis belle. Alors je ne sais pas ce que disent les autres traductions françaises, si on regarde la Nouvelle Bible seconde, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis noire, mais je suis jolie, fille de Jérusalem. Vous voyez, donc la NBS, elle a bien le mais ici. Alors, puisqu'on parle de ça, ce n'était pas prévu, mais enfin j'en dis quand même un mot. Je ne veux pas dire du mal non plus des traducteurs de la NBS ou des traducteurs qui avaient dit mais, parce que c'est pas, faut pas s'imaginer de dire ah bah alors ils sont racistes. C'est aussi que dans le contexte, regardez le verset 6, ne faites pas attention si je suis noir haute, c'est le soleil qui m'a bruni, etc. Donc, dans le contexte, il y a des raisons de penser qu'effectivement, le fait qu'elle soit sombre de peau n'était pas spécialement un atout. Et donc, voilà, c'est ça qui avait conduit les traducteurs à dire, oui, en fait, apparemment, le fait d'être noir est plutôt un handicap, et donc elle insiste sur le fait qu'en dépit du fait qu'elle est noire, elle est belle. Et donc le vav a une valeur adversative. C'est ça qui avait conduit, et pas forcément juste parce que les gens étaient racistes. Enfin voilà. Mais dans tous les cas, c'est une question évidemment d'interprétation. Et donc, si on veut avoir une traduction plus neutre, on peut faire comme la top, je suis noire et belle, et puis c'est tout. Et après, à charge à chacun d'interpréter. Donc oui, c'est un très bon exemple de voir l'ambiguïté de l'emploi de conjonction de coordination. Euh, Bon, très bien, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres exemples de termes ou d'expressions, de propositions? Oui? Non? Bon, ben, c'est pas grave, hein, on est pas... Moi, j'ai plein de choses à vous dire, donc si vous n'avez pas de... Je fais ça surtout pour vous, parce que je vous dis, c'est important, d'une certaine manière, que vous puissiez vous mettre en situation de voir comment mettre à profit ce qu'on voit en classe. C'est un peu le but. Et là, en l'occurrence, comment dire, l'évaluation du cours est une évaluation très légère. C'est juste la participation en classe. Vous êtes là, voilà, on discute, on fait des petits exercices, des machins comme ça, mais il n'y a pas de, voilà, vous n'avez pas un examen à la fin du semestre, etc. Souvent, c'est un peu l'occasion pour les étudiants de réviser. Et s'il n'y a pas d'examen, ils révisent pas et ils travaillent pas, ils apprennent rien. C'est moche, hein, mais c'est comme ça, on le sait. Moi, j'ai été étudiant comme vous, donc je suis bien placé. Moi-même, je me suis inscrit pour passer des diplômes.
alors que j'étais déjà en poste ici, donc j'avais déjà tous les diplômes, même au-dessus du doctorat, etc. Et je me dis, pourquoi tu t'inscris encore à passer des examens? Je dis, parce que je sais que si je m'inscris, si je vais juste en auditeur libre, je ne ferai pas le travail pour bien apprendre. Donc voilà, donc je suis bien placé pour savoir que effectivement, pour se motiver, on a besoin de s'impliquer et d'être actif. Ce qui est aussi la raison pour laquelle j'écris beaucoup et je vous laisse prendre des notes. Je pourrais vous donner toutes mes notes de cours, mais là c'est pareil. Si vous ne faites pas l'effort de réfléchir, de prendre des notes, de synthétiser, c'est pareil, vous ne retenez pas. Donc tout ça, ça fait partie de la stratégie pédagogique. Bon, alors, revenons à nos moutons. Sur les propositions, on n'avait pas tout à fait fini. Oui, alors, il y avait quand même, j'avais pas parlé de la conversion des propositions. C'est un petit exercice sympa à faire. Euh, euh, oui, un petit, qui là encore vous montre, c'est une sorte de gymnastique hein, intellectuelle pour être sûr de ne pas faire d'erreur de raisonnement. L'idée, c'est que vous avez donc une proposition avec le sujet et le prédicat. Vous vous souvenez, hein, c'est ça, une proposition, c'est ça. Vous avez un sujet, un prédicat. Le sujet, c'est ce dont je parle. Le prédicat, c'est ce que je vais dire à propos de ce dont je parle. Donc, je suis noir. Bon, moi, voilà, le sujet, c'est moi. Noir, c'est le prédicat. Voilà. Et, pardon, excusez-moi, c'est rhume des foins. Et donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut permuter le sujet et le prédicat, mais tout en conservant la qualité, la vérité de la proposition. Alors, cette conversion, chez Aristote, ça s'appelle l'antistrophée. Pardon, on va y arriver. Donc, l'antistrophée, hop, 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 hop. Donc, littéralement, le retournement. Hein. Donc, on va retourner. On appelle ça aussi la réciprocation. Réciprocation. Vous savez, quand on dit la réciproque, on parle de... Mais c'est pas tout à fait la même chose que ce dont on parle assez souvent. Alors, je vous donne un exemple. Si vous dites « quel homme est sage », voilà, bon. Alors, souvenez-vous hein, de quelques, on avait parlé justement des propositions universelles, particulières, singulières, etc. C'est-à-dire, bon, voilà, ça peut arriver. Parmi les êtres humains, il y en a quand même quelques-uns, un ou plusieurs, qui sont sages, pas tous, mais bon, voilà, ça peut arriver quand même. Et donc, je peux retourner en disant quelques sages et hommes. Si vous prenez l'ensemble des êtres qui sont sages, certains sont des hommes. Il y a peut-être aussi des anges hein, qui sont sages, ou je ne sais pas, des dieux, tout ça, mais en tout cas, ou des animaux, je ne sais pas, des dauphins, enfin, bref, bon, mais parmi les hommes, il y en a, voilà, parmi l'ensemble des sages, il y en a certains qui sont des hommes, peut-être pas tous, mais voilà, il peut y avoir autre chose, mais il y a ça. Et donc la question c'est comment je peux passer donc de l'un à l'autre, comment je peux faire cette conversion. Si j'ai quelque et quelque ça va, mais voyez par exemple si je prends, je reviens toujours le sempiternel exemple, tout homme est mortel. Si je veux convertir ça, si je dis tout mortel est homme, ça veut dire que quand je dis tout homme est mortel, vous avez, si vous prenez l'ensemble des êtres mortels, on dit bah oui, tous les êtres humains sont dans cette catégorie des mortels. Mais si vous dites que tout mortel est homme, ça veut dire qu'il n'y a que les hommes qui sont mortels. Alors les chiens, ils sont mortels aussi, que je sache. Donc de dire tout mortel est homme, ah j'ai un être mortel devant moi, donc c'est forcément un être humain. Bah non, pas forcément. Donc là, il y a un problème. Avec ça, on ne peut pas dire ça. Donc là, il va falloir changer ce qu'on appelle la quantité. Vous savez, quand on dit tout, quelque ou un, etc., il va falloir changer. Il va falloir dire quelques mortels et hommes. Donc, quelques mortels et hommes. Donc, vous voyez, pardon, je suis revenu à l'ancienne page. Donc, vous voyez, quand vous avez quelques d'un côté, voilà, vous avez une quantité un peu indéfinie, vous pouvez permuter, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un universel ici, vous ne pouvez pas garder l'universel de l'autre côté. Vous voyez? Pareil si vous passez à la négation. Si vous dites « aucun sage n'est malheureux ». Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais admettons que voilà, à partir du moment où on est sage, on ne peut pas être malheureux. Voilà. Aucun sage n'est malheureux. À partir du moment où on est sage, on est forcément heureux. Si vous permutez de la même manière,
eh bien, vous allez passer, vous dire tout sage et non malheureux. Voilà, l'opposé de malheureux, vous pouvez dire heureux si vous voulez. Si vous avez uniquement, pour vous, si on est soit heureux, soit malheureux et rien entre les deux, on va dire que à partir du moment où on est euh, à partir du moment où on est sage, eh bien, on est l'opposé de malheureux. Donc là, vous pouvez comme ça faire la réciprocation en passant de la négation, donc aucun, rien du tout, à la totalité, l'universel, et en passant la négation ici, non malheureux, c'est-à-dire heureux. Alors là, du coup, j'ai quand même gardé sage au début. Donc, j'ai pas permuté sage et homme. Donc, en fait, bon, c'est pas tout à fait, c'est une conversion, mais c'est pas tout à fait une réciprocation. Euh, Ça dépend de la terminologie qu'on emploie. On va parler d'obversion. C'est un autre terme. Bon, voilà. L'obverse, c'est un terme qu'on utilise pas trop en français, d'ailleurs en anglais, l'adjectif, enfin l'obverse, ça existe, tout ça, mais c'est vrai qu'en français, on n'utilise pas trop ce terme. Je vous donne un dernier exemple. Tout homme est animal. Hein, donc les êtres humains font partie des animaux, on est même des mammifères. Eh bien, là, pour le coup, si je veux passer à animal et homme, je veux vraiment permuter. Donc, je vais mettre animal et homme de l'autre côté. Comment je fais quand j'ai tout d'un côté? Eh bien, ce qu'il faut faire, si vous voulez garder le tout devant, en fait, il faut passer à la négation. Tout non animal et non homme. Ça, c'est ce que vous pouvez dire. Vous voyez, tout non animal et non homme. Ça, c'est, si vous gardez le tout, si vous voulez permuter les deux et garder le tout, il va falloir passer à la négation. Alors donc, tout ça, vous pouvez le visualiser facilement si vous faites des petits cercles. Vous voyez, si je fais des cercles, alors je ne sais pas si je peux dessiner des cercles facilement, sinon je vais le faire à la main. Bon, ça va être un peu moche. L'idée c'est que vous avez l'ensemble des animaux. Voilà. Ça, on va dire voilà, que c'est des animaux. Bon, vous m'excuserez hein, si je vais mettre A comme animaux. Ça, c'est l'ensemble des animaux. Et vous dites, bah, en fait, tout homme, donc si vous prenez l'ensemble des êtres humains, il n'y en a aucun qui est en dehors de cet ensemble des animaux. Tous les êtres humains sont des animaux. Donc on met ça dedans. Donc vous avez H, l'ensemble des êtres humains, il est à l'intérieur de l'ensemble. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû peut-être mettre le A à l'intérieur du cercle. J'aurais pu utiliser des couleurs différentes, je pense. Bref. Donc là, vous avez cette visualisation par cercle, au fait, c'est Venn qui a inventé ça au 19e siècle. Ça fait partie des. Tout à l'heure, je vais vous montrer ce qu'a fait Lewis Carroll, qui lui avait un système de diagramme aussi du 19e siècle, hein, mais qui était, à mon avis, très complexe et qui du coup a pas été, finalement, c'est pas lui qui s'est imposé, c'est les diagrammes de Venn qui se sont imposés. Donc, si vous dites que tout homme est un animal, donc ça, c'est ce qu'on a dit dans la première proposition. Si vous voulez convertir cette proposition et dire oui, mais qu'est-ce que je peux dire sur les animaux? Alors, soit vous pouvez dire effectivement quelque animal est homme, ça c'est possible, vous pouvez passer de tout à quelque, mais si vous voulez garder tout, vous ne pouvez pas dire tout animal est quelque chose, ça ne marchera pas. En revanche, vous pouvez dire tout non-animal, donc ça veut dire que les non-animaux, c'est ce qui va être par là autour, hein, si vous voulez, là vous avez autour de ce cercle. À partir du moment où vous êtes non-animal, bah, vous ne pouvez pas être un homme. Donc tout non-animal est non-homme. Donc vous voyez, ça, voilà, si vous, donc quand vous avez plusieurs options quand vous cherchez à convertir les propositions. Vous pouvez soit essayer de changer donc effectivement la quantité, passer de tout à quelque ou à aucun, etc. Euh, euh, et d'utiliser la négation aussi. Alors quand on passe comme ça à la négation, on appelle ça une contraposition. Bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé de retenir tous ces vocabulaires-là. Voilà. Juste comme ça, vous avez une idée quand vous tombez sur ces mots-là, dire ah oui, j'ai entendu parler de ça quelque part. Vous pouvez toujours vous référer à un manuel de rhétorique, pardon, de logique, et donc vous verrez de quoi on parle. Mais en tout cas, retenez l'idée et effectivement, attention. Là encore, il y a souvent des erreurs de raisonnement qui sont faites parce qu'on va chercher à convertir une proposition, on va dire quelque chose, on va retourner. On va faire ce fameux retournement dont parle Aristote, là, l'antistrophée. Et au passage, on va dire des bêtises. Et on va passer d'une proposition à une autre. On va dire j'ai dit ça
Donc je peux aussi le dire comme ça, en fait c'est faux. Et c'est là que, et ensuite derrière, vous avez fait cette erreur de raisonnement qui va avoir des répercussions plus tard, etc. etc. Donc ça, c'est voilà, c'est une bonne gymnastique à faire, de s'entraîner à, à faire, voilà, à faire comme ça des conversions de propositions. Alors, euh, donc si je résume, hein, il y a euh, on va dire quatre cas principaux pour ces conversions de propositions. Je vous donne des exemples, mais je vais en prendre d'autres en donnant leur titre. Donc il y a l'universelle affirmative. Donc c'est-à-dire que quand vous dites, bon, tout lion est animal, voilà, les lions sont des animaux. Donc là, vous avez une universelle affirmative. Et ben donc effectivement, vous allez donc avoir, c'est le cercle que je faisais tout à l'heure. Vous avez l'ensemble des animaux. Ici, voilà, je vais essayer de dessiner mieux quand même. Vous avez l'ensemble des animaux qui est là, et tous les lions, vous les mettez dedans. L'ensemble des lions, hein, si vous mettez un enclos, et ben l'ensemble des lions est inclus dans l'ensemble des animaux. Donc ça, vous voyez, le diagramme de Venn. Au passage, John Venn, donc est un logicien du 19e siècle, même début du 20e d'ailleurs. Je regarde ces dates tant que j'y suis, vous voyez, 1834-1923. Donc on parle des diagrammes de Venn. Et ben donc voilà, vous mettez le cercle est imbriqué dans l'autre. Et bien donc du coup, si vous voulez donc la conversion d'une universelle affirmative, ça va être de dire que quelque animal est lion. Certains des animaux sont des lions, mais pas tous. Donc ça, si vous permutez le sujet et le prédicat, vous passez de tout à quelque. D'ailleurs, c'est pas forcément dans l'autre sens. D'ailleurs, si vous dites que quelque animal est lion, ça n'implique pas nécessairement que tout lion est animal. D'ailleurs, je vais éviter d'utiliser le signe équivalent, parce qu'en mathématiques, précisément, le signe équivalent veut dire que l'une entraîne l'autre, mais que l'autre entraîne l'une aussi. Donc, si vous dites tout lion est animal, ça implique que quelque animal est lion, mais on pourrait aussi imaginer une situation où il y a des ensembles qui ne sont pas imbriqués totalement. Ensuite, si vous avez une universelle négative, oui, je vais vous prendre un exemple où ça ne fonctionnerait pas, puisque je vous dis que la réciproque n'est pas vraie. Je vais vous prendre un exemple où si je dis, ah bah attendez, je vais y venir, je pense. C'est ça. J'y reviendrai. Ça arrive un peu plus tard. Ensuite, l'universelle négative, ça c'est le deuxième cas de figure. Donc, si vous dites aucun lion n'est homme, a priori les lions ne sont pas des êtres humains, à moins d'imaginer un être hybride, là, un sphinx ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pareil, si vous faites votre petit diagramme, vous dites vous avez les lions ici et vous avez les hommes là, eh bien, il n'y en a aucun qui soit à la fois les deux. Les lions, a priori, ne sont pas des hommes. Alors donc, du coup, si je veux faire la conversion de ça, eh bien, je vais dire qu'aucun homme n'est lion. Je peux permuter lion et homme, et je veux dire aucun homme n'est lion. Et là, je peux même dire, d'ailleurs, du coup, et la réciproque est vraie, si j'ai aucun homme n'est lion, si mon point de départ c'est ça, aucun homme n'est lion, alors je peux dire aucun lion n'est homme. Donc là, on peut passer très facilement de l'un à l'autre. Bon, ça, c'est peut-être le plus facile. La particulière affirmative. Donc là, au lieu de, on va dire quelques, pas tous, mais quelques. Donc, l'exemple qu'on nous donne, quelques peintres et tout ça, c'est dans le manuel de Chenick, hein, c'est des exemples classiques. Quelques peintres et musiciens. Alors, je peux être à la fois peintre et musicien. Ça peut arriver, hein, effectivement. Donc, vous avez l'ensemble des peintres qui sont là. Vous avez l'ensemble des musiciens qui sont là. Et il y en a qui sont les deux. C'est là, ici, ça se chevauche. Là, vous pouvez assurer les deux. Et vous dites, bah oui, il y a des peintres qui ne sont pas musiciens, mais il y a aussi des peintres qui sont musiciens. On a le droit de faire les deux. Donc, c'est ce qu'on dit.
Et donc ça, si je dis ça, ça implique le fait que quelques musiciens et peintres, de fait. Donc je peux très facilement permuter le sujet, et puisque en permutant le sujet, on retrouve avec la même quantité, je peux repartir dans l'autre sens. Si je pars du fait que quelques musiciens et peintres, il y a des musiciens, bah oui, moi je connais des musiciens qui sont peintres également, bah je peux dire, bah, je peux facilement convertir. Donc ça va dans les deux sens. Donc ça c'est très facile. Et puis la particulière négative, si vous avez une particulière négative, par exemple, quelques musiciens n'est pas peintre. Ah oui, je reprends mon diagramme de tout à l'heure. Bah oui, quelques musiciens n'est pas peintre. C'est vrai, il y a des gens qui sont musiciens et qui ne sont pas peintres. Euh, et alors, donc, soit effectivement, j'ai le même diagramme que tout à l'heure. Quelques musiciens n'est pas peintre, certes, mais il y a aussi des musiciens qui sont peintres. Alors, si à ce moment-là, je reviens à l'exemple précédent, et donc voilà, mais on peut tout à fait imaginer une situation, un monde où on ne peut pas être les deux à la fois. Donc, quand je dis quelques musiciens n'est pas peintre, on peut imaginer que j'ai les musiciens ici et les peintres là. Je constate, oui, il y a des musiciens qui ne sont pas peintres. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui le sont? C'est un peu imprécis. C'est le problème du quelque. Quand on dit quelque, est-ce que je dis quelque mais pas tous? Ou est-ce que je dis quelque sans précision? Je ne les ai pas tous vérifiés. J'ai remarqué, moi je connais des musiciens qui ne sont pas peintres. Je n'ai jamais vu de musicien qui est peintre, mais peut-être qu'il y en a, mais j'en sais rien. Donc je reste assez général. Je vous dis, voilà. En tout cas, il y a des musiciens qui ne sont pas peintres. Je ne prétends pas l'exhaustivité, mais en tout cas ça. Et donc là, qu'est-ce que je peux dire de là? Bah, c'est compliqué. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quelques non peintres et musiciens. Dans les deux cas, ça je peux le dire. Si je dis quelques non-peintres et musiciens, ah bah oui, effectivement, quelques non-peintres et musiciens, je prends l'ensemble des non-peintres, ceux qui ne sont pas peintres, bah, il y en a qui sont musiciens. Voilà. Mais voilà, c'est pas forcément super précis, j'aimerais pouvoir en dire plus, mais si la seule information que j'ai, si la seule donnée que j'ai, c'est quelques musiciens n'est pas peintres, sans plus de précision, sans autres données, je ne peux pas dire plus que ça. Voilà, donc ça vous donne quelques exemples de reformulation en fait et de conversion de propositions. Et comme je vous dis, on le fait très souvent quand on s'exprime, en disant dans quel sens je vais le dire. Est-ce que je le dis de façon positive, de façon négative, etc. Donc ça, quand on s'exprime, on est souvent amené à faire ce genre d'opération. Et comme je vous dis, là, il y a des risques voilà, au passage, disons, de tomber dans une erreur de raisonnement et de dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Est-ce que c'est bon pour vous? Là encore, ça va mieux avec un dessin. Alors, il y a une question, je vous écoute. Oui, bonjour. Oui. Pour les propositions, c'est-à-dire les trois premières, ben, j'ai bien compris, mais par contre, la quatrième particulière négative, j'ai du mal à comprendre le sens de la deuxième proposition par rapport à la première. Quand je dis quelques non-peintres et musiciens, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est cette dernière proposition. Alors, je reprends. Quelques musiciens n'est pas peintre. Alors, je vous dis, quelques musiciens n'est pas peintre. Donc, c'est-à-dire, vous prenez l'ensemble des musiciens et vous dites, parmi cet ensemble de musiciens, j'en connais au moins un. Pardon? J'entends. Musicien, il manque le i de musicien, d'accord, merci. Voilà. Je prends l'ensemble des musiciens. Ce que je peux dire, c'est que je connais au moins un musicien qui n'est pas peintre. Moi, en l'occurrence, vous voyez, moi je suis musicien, mais je ne suis pas peintre. Bon, donc je sais qu'en tout cas, il y a au moins un musicien qui n'est pas peintre. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai pas vérifié s'il y en avait plus que ça, si j'étais le seul, si tous les musiciens sont comme moi. Voilà. Donc, ma proposition est quelques musiciens n'est pas peintre. Quelques, c'est un ou plus. Hein, parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Donc,
il y a un ou plus musicien qui n'est pas peintre. La question c'est, si je veux permuter peintre et musicien, qu'est-ce que je peux dire à propos des peintres? Eh bien, c'est difficile. Parce qu'effectivement, il y a deux possibilités. Quand je dis quelques musiciens n'est pas peintre, il y en a au moins un qui n'est pas peintre. Ah, il y en a peut-être qui le sont quand même, auquel cas je me retrouve dans cette situation-là, ou bien je me retrouve dans cette situation-là. Les deux sont possibles. Quand vous dites quelques musiciens n'est pas peintre, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y en a au moins un qui est à l'extérieur de l'ensemble des peintres. Vous avez l'ensemble des peintres, et je connais au moins un musicien qui n'est pas à l'intérieur de l'ensemble des peintres. Donc si je connais au moins un musicien qui est à l'extérieur, ou bien, vous voyez, ça veut dire ce groupe de musiciens, voilà, il y a au moins un élément, là, ça c'est moi, ici, moi je suis là dedans, voilà, donc moi je suis là, vous voyez. Donc soit voilà, moi je suis là, donc moi je ne suis pas dans le cercle des peintres, je suis à l'extérieur, et pourtant je suis musicien. Donc le cercle des musiciens, il faut l'extraire du cercle des peintres, et à vrai dire, peut-être que si je faisais l'effort de vérifier auprès de tous les musiciens, je me rendrais compte qu'ils sont tous dans ma situation et que finalement, tous comme moi, je peux dire, n'est pas peintre. Alors évidemment, si je fais ce travail exhaustif, je pourrais aller plus loin. Je pourrais dire, aucun musicien n'est peintre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me retrouve dans le cas d'une universelle négative, vous voyez, comme on dit, aucun lion n'est homme. Voilà. Mais à ce stade de mon travail, je n'ai pas fait davantage. Vous comprenez? Et c'est ça le principe de la démarche logique et scientifique, c'est que vous faites une proposition. Et vous devez vous fonder sur cette proposition et uniquement sur cette proposition. Quand vous dites quelques musiciens n'est pas peintre, vous ne prétendez pas qu'aucun musicien n'est peintre. Vous n'avez pas cette prétention. Vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas fait un sondage auprès de tous les musiciens de la planète en disant je fais un sondage pour savoir, voilà, j'ai remarqué. Et c'est souvent comme ça la réalité, c'est-à-dire de notre observation. En science, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, en science, on est limité dans la capacité d'acquisition des données. Je sais pas, on fait des sondages, un sociologue, il va faire des sondages. En sciences politiques, on va faire des sondages. On va faire des sondages d'opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique du Premier ministre, etc. Quand on vous dit 27% des Français désapprouvent, non, ou seulement 27% approuvent le Premier ministre, on n'a pas interrogé tous les Français, à vrai dire. On n'a pas interrogé des dizaines de millions de personnes. On a pris quelques personnes, et donc, à partir de ça, on a extrapolé, on a généralisé. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le cas. Donc, d'un point de vue purement logique, c'est pas parce que j'ai interrogé plein de musiciens et que tous les musiciens que j'ai interrogés m'ont dit ah bah non, je ne suis pas peintre, moi je suis musicien, je ne peux pas faire les deux. Bon, voilà, à ce stade, je peux dire quelques musiciens n'est pas peintre. Tant que je n'ai pas fait l'effort d'interroger tous les musiciens, ou bien que la définition même de musicien n'exclut pas le fait d'être peintre, je ne peux pas savoir. Alors évidemment, si la définition de musicien, c'est quelqu'un qui ne fait que de la musique, par exemple, un musicien par définition, c'est celui qui ne fait que ça et rien d'autre. Bon, bah alors s'il fait que ça et rien d'autre, alors par définition, grâce à la définition, je peux déduire qu'il ne peut pas être peintre. Mais si ma définition de musicien est plus simple en disant c'est quelqu'un qui sait faire de la musique, sans exclure d'autres compétences, on peut imaginer les deux. Donc en fait, quand vous dites quelques musiciens n'est pas peintre, ça reste, voilà, ce que vous dites à ce stade, c'est que voilà, il y a au moins certains éléments de l'ensemble des musiciens qui est à l'extérieur de l'ensemble des peintres. Et donc c'est un de ces deux cas de figure. Et d'ailleurs, j'avais fait la flèche par là, mais en fait, j'aurais pu même rejoindre la flèche qui était là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, quand vous dites une particulière négative, en fait, il y a une ambiguïté. Vous avez deux possibilités, soit les cercles se chevauchent, soit les cercles sont disjoints. Et donc, soit vous vous retrouvez dans le cas d'une particulière affirmative, soit dans le cas d'une universelle négative. Ça, c'est difficile. Voilà. Donc, la seule chose que vous pouvez dire à ce stade, c'est quelques non-peintres et musiciens. Si vous prenez l'ensemble des non-peintres, donc des gens qui ne sont pas peintres, vous allez trouver des musiciens dedans. Alors, combien voilà, ça reste assez ambigu. Donc, voilà, on est prudent, mais d'un point de vue purement logique, c'est la seule chose que vous pouvez dire de façon certaine
à partir d'une particulière négative. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que... Bah, c'est tout. On s'arrête là pour la deuxième opération de l'esprit. Je n'ai pas eu le temps de finir la dernière fois. Et on passe à la troisième opération, qui est donc le raisonnement. Alors, petit rappel, hein, là, on a vu qu'il y avait donc trois opérations de l'esprit. La première opération, on appelle la simple appréhension, qui aboutit simplement à des notions et à des termes. C'est les mots, concrètement. Ok, j'imagine, voilà, j'ai la notion de, ou le terme, voilà, tableau, ordinateur, voilà, ça c'est des termes. Donc je réfléchis, le bonheur, le jour, la lumière, la nuit, noir, etc. Donc, ce sont des concepts, des notions, et qui existent, au moins dans ma tête, hein, on avait dit, voilà, il suffit de les concevoir, ce qu'on appelle l'appréhension, et donc, ça y est, ces concepts existent. J'ai rien, à ce stade, je ne dis rien de ces concepts, je ne dis rien sur ces concepts, je les postule. Bon. La deuxième opération, c'est le jugement, et donc là, on va dire quelque chose à propos d'une notion. Donc, le jugement va aboutir à des propositions. On va appeler des jugements. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, la troisième opération, maintenant, c'est le raisonnement. Et donc, on passe encore un stade au-dessus. On va enchaîner des propositions. Donc, on a au départ des termes. La première opération, créer des termes. Ensuite, ces termes, on va les mettre ensemble. Ça va faire des propositions. Et ensuite, maintenant, on va mettre des propositions ensemble. Donc, à chaque fois, hop, on met ensemble, on va agréger. Donc, on va enchaîner des propositions. Mais attention, qui dit raisonnement dit relation de causalité. C'est ça la définition du raisonnement. On va combiner deux propositions dans une relation de causalité pour aboutir à une troisième proposition. Alors, comment on fait pour faire ça? Comment on peut prendre deux propositions pour aboutir à une troisième? Eh bien, il y a deux approches possibles. Il y a la déduction et l'induction. Donc ça, c'est deux approches fondamentales on va regarder vite fait. On va davantage parler de la déduction que de l'induction, même si en réalité, dans la vie, on fait que de l'induction pratiquement. La déduction, on part d'une proposition universelle et on va l'appliquer à un cas particulier. Si c'est vrai pour tous, alors c'est vrai pour l'un. Voilà. Donc on parle du général à un cas particulier. Alors que dans l'induction, on va faire le phénomène inverse. On a un cas particulier ou plusieurs cas particuliers et on va généraliser un ensemble plus vaste. Ouais. Donc c'est ça la différence entre déduction et induction. Déduction, il y a une sorte d'entonnoir. C'est vrai pour tout, donc c'est vrai pour l'un. Voilà, si j'ai un cas plus général qui concerne un ensemble plus vaste, alors il va s'appliquer aussi à ce qui est à l'intérieur de cet ensemble. Alors que pour l'induction, c'est le contraire. J'ai un ou plusieurs cas particuliers ou qui concernent pas forcément un ou plusieurs éléments. Et je vais dire, bah, si ça s'applique à là, je vais généraliser, je vais l'étendre à quelque chose de plus vaste. C'est ce qu'on appelle l'induction. Donc, typiquement, si vous faites de la déduction, vous allez, je vais vous donner un exemple tout de suite, comme ça vous verrez. Si je dis tous les hommes sont mortels, d'accord? Voilà, donc c'est une proposition universelle. Eh bien, je vais pouvoir conclure que Socrate est mortel. Vous prenez un élément au sein de cet ensemble. Voilà. Si vous dites que tous les hommes sont mortels, bon, bah, nécessairement, vous prenez Socrate. Bon, c'est l'exemple classique, mais vous pouvez dire moi aussi, hein, Michael est mortel. Voilà. Bon. Parce que j'applique une proposition plus large, là en l'occurrence une proposition universelle, à un élément au sein de cet ensemble. Alors que pour l'induction, par opposition, si je dis Pierre est mortel, Paul aussi, Pierre, Paul, Jacques, hein, Jacques, idem pour Jacques, Marie, Marthe, je cherche des prénoms bibliques là, etc. Bon, eh bien, je vais généraliser en disant tous les hommes sont mortels. J'ai constaté que ça se vérifie pour un certain nombre de cas. Voilà, vous, moi, voilà. Donc, il semblerait bien que tous les hommes sont mortels. Et donc, je vais donc généraliser.
Donc, voilà, c'est ça la différence fondamentale entre déduction et induction. Alors, regardons la déduction, pour commencer. Un raisonnement par déduction, ça s'appelle un syllogisme. C'est le terme utilisé par Aristote, syllogismos, en grec. Vous reconnaissez la racine logos, hein, on en avait parlé, c'est la parole, hein, le terme logique vient de là, logiquer, ce qui est logique, c'est-à-dire c'est la parole. Et je vous avais dit, le mot logos, c'est l'estimation, l'explication, la raison, le raisonnement, le discours. C'est un terme voilà, assez vaste, qui vient du verbe lego, parler. Hein. Donc c'est l'idée, j'ai une parole, mais qui est une parole qui peut être structurée. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les sciences modernes utilisent le terme logie, théologie, biologie, sociologie. C'est un discours raisonné, hein. C'est pas juste blablater, c'est pas des commérages. Bon. Ici précédé avec la préposition sun. Et vous savez que le nun va devenir un lambda au contact, etc. Voilà, vous avez fait du grec. Bon. Donc, syllogismos, c'est on met ensemble plusieurs énoncés. Logos, c'est un énoncé, et je vous mets deux ou plusieurs ensemble, et je les mets avec, ensemble. Voilà. Donc le terme, il est un peu savant, le terme syllogisme, vous pouvez comme ça briller en société, mais en fait concrètement, le mot lui-même vous dit, voilà, c'est ce que je dis, vous prenez deux propositions, vous les mettez ensemble, deux énoncés, vous les mettez ensemble, et vous voyez ce qui se passe, ça aboutit à un troisième. Donc, le syllogisme, c'est un discours dans lequel deux propositions en entraînent une troisième, sans qu'il soit besoin d'autres données. Hein. On est dans de la déduction, c'est-à-dire que ça entraîne, j'ai pas besoin d'autres données, j'ai pas besoin d'autres informations, j'ai pas besoin d'autres propositions. C'est ça, vous avez deux choses qui entraînent une troisième. Bon. Alors ça peut être plus que deux propositions, mais qui du coup peuvent entraîner plus que qu'une troisième proposition, enfin bref. Mais là vraiment, si on réduit à sa forme la plus simple, le syllogisme, c'est ça. Je vais prendre un exemple. Là encore, tout à l'heure, avec l'histoire de tous les hommes sont mortels, vous avez une proposition, tout homme est mortel. Voilà, ça c'est votre proposition universelle. Socrate est un homme, pour se condenser, c'est pas un dieu. Et la troisième proposition aboutissent au fait que Socrate est mortel. Voilà, vous avez trois propositions, les deux premières entraînent la troisième. Les deux premières ensemble. Il faut les deux ensemble. En mathématiques, maintenant, on met des accolades. On fait faire une sorte d'accolade, mais je ne sais pas comment faire une accolade sur les deux, mais il faut imaginer l'accolade qui prend les deux. Vous avez ces deux propositions, vous avez besoin de ces deux propositions pour aboutir à la troisième. Si vous n'avez pas les deux propositions, vous ne savez pas. Si vous dites tout homme est mortel, donc Socrate est mortel, bah non, pas donc. Si ça se trouve, Socrate, si c'est un dieu. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, Socrate est mortel, est un homme. Ah oui. Donc voilà, il faut que Socrate soit un homme. Si vous dites que Socrate est un homme et que vous concluez que Socrate est mortel, attends, mais pourquoi tu dis ça? En fait, c'est parce que tu supposes qu'effectivement, les hommes sont mortels. Donc en fait, voilà, pour les deux propositions sont nécessaires pour aboutir à la troisième, et on n'a besoin que de ces deux propositions-là. J'ai toutes les données dont j'ai besoin, toutes les informations dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça le syllogisme. C'est assez simple, c'est assez puissant, et ça, il faut garder bien ça en tête. Alors, si on regarde dans le détail, dans chaque proposition, vous avez deux termes. Vous savez, vous avez le sujet et le prédicat. Tout homme est mortel, le sujet c'est homme, le prédicat c'est mortel. Donc vous avez deux termes, homme et mortel. Dans la deuxième proposition, vous avez aussi deux termes, le sujet et le prédicat. Socrate c'est le sujet, l'homme c'est le prédicat. Dans la troisième proposition, vous avez aussi deux termes, Socrate est mortel. Vous n'avez pas de nouveaux termes, vous reprenez les termes précédents. Donc en fait, vous avez trois termes dans cette affaire. Vous avez trois termes dans cette affaire. L'homme, mortel, Socrate. Et chaque proposition contient deux de ces trois thèmes. Et donc on va faire des cercles, vous avez vu, on a vu qu'on fait des cercles, c'est plus amusant avec des cercles. Vous avez le cercle
des mortels. Voilà, vous avez là, je mets les mortels. Voilà. Tous ceux qui sont mortels, ils sont là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon premier terme. Enfin, le terme mortel, voilà, on vous dit, la proposition 1 vous dit, tout homme est mortel. Donc, le cercle des hommes, je ne vais pas le mettre ici. Ah bah non, ça ne marche pas. Parce que sinon, les hommes ne seraient pas mortels. Je ne vais pas non plus le mettre là. Parce que sinon, j'aurais certains hommes qui sont mortels, mais pas tous. Donc, je dirais quel homme est mortel. Non, non, non. J'ai dit, tout homme est mortel. Donc, l'ensemble des hommes va à l'intérieur de l'ensemble des mortels. On est d'accord? Très bien. Ça, c'est ce que me dit ma première proposition. Proposition 1, elle me dit ça. Elle me dit, le cercle des hommes, il faut le mettre à l'intérieur du cercle des mortels. Très bien. Ma deuxième proposition me dit, Socrate est un homme. Alors, je veux faire le cercle de Socrate. Alors, il est tout seul dedans, c'est son petit cercle à lui. Socrate, je le mets où? On me dit, il est un homme. Donc, ça veut dire que je vais le mettre, je le mets où, Socrate? Ouais. C'est dans le petit cercle à l'intérieur. À l'intérieur du cercle. Lequel? Du H, c'est ça. Hein. Donc, Socrate, qui est tout seul avec son petit cercle, là, le pauvre, voilà, on nous dit, il fait partie de cet ensemble des hommes. Donc, il est à l'intérieur. Et donc, puisque Socrate est à l'intérieur de l'ensemble des hommes, qui lui-même est à l'intérieur de l'ensemble des mortels, alors Socrate est mortel. D'accord? C'est ça, c'est ce que me dit la troisième proposition. Donc, si j'ai dit les deux premières propositions, alors oui, effectivement, je peux en déduire, c'est de la déduction, je peux en déduire que Socrate est mortel. Donc, vous avez trois termes. Ça, on va l'appeler le terme le plus grand des cercles. On va parler de grand terme. Il faut que j'écrive ça ici. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le grand terme. C'est le grand cercle, en fait, donc l'ensemble des mortels. Hein. Donc le grand terme, on va dire, c'est mortel. Ensuite, vous allez avoir le moyen terme, ou le terme moyen, c'est homme. Là, j'ai bougé ça. Donc là, ça va là. Et puis, enfin, le troisième terme, on va l'appeler le petit terme. Socrate. Donc en fait, dans un syllogisme, vous avez ça, vous avez trois termes, c'est ce qu'on a dit, ici. Chaque proposition contient deux des trois termes. Vous allez avoir une proposition qui va avoir le grand terme et le moyen terme. Vous voyez, tout homme est mortel. Ça, c'est le moyen terme, homme, et mortel, c'est le grand terme. La deuxième proposition va avoir le petit terme et le moyen terme. Et la troisième proposition va avoir le petit terme et le grand terme. On va prendre les deux extrêmes. Donc ça, la proposition 1, on va l'appeler la majeure, la proposition majeure. Socrate l'appelle, Aristote l'appelle proté-protasis. Proté-protasis. C'est-à-dire la première protase, la première proposition, le premier énoncé. D'accord? La proposition 2, donc c'est celle qui va contenir le terme majeur, le grand terme. Et le moyen terme. Donc le grand et le moyen, donc c'est celle qui est vraiment les deux cercles les plus grands. Ensuite, la proposition 2, on va l'appeler la mineure, la proposition mineure. Aristote va l'appeler deutéra protasis, c'est-à-dire la deuxième proposition. Bah, on l'a déjà dit, au deuxième énoncé. Et la troisième proposition, proposition numéro 3, on va l'appeler la conclusion. La sumpérasma, comme
comme l'appelle Aristote. Littéralement, c'est la fin, la terminaison, la conclusion. Bref, voilà. Donc, c'est celle qui va en déduire, et celle-ci, elle va contenir le petit et le grand terme. Donc la première, elle contient le grand et le moyen, la deuxième, le moyen et le petit, la troisième, le petit et le grand, les deux extrêmes. J'ai dit quelque chose de général, et ensuite je fais un entonnoir, je l'applique à un cas particulier. Donc si vous suivez scrupuleusement cette structure, votre syllogisme, il est bon. Alors ça a l'air assez simple comme ça, on se dit, bon, bah alors c'est facile, la logique, on va tous être des pros, on va jamais faire d'erreur de raisonnement. Sauf que vous allez voir qu'en fait, en pratique, on fait souvent des erreurs de raisonnement. Je vais vous donner quelques exemples d'erreurs fréquentes, comme ça vous pourrez être vigilant sur ces questions-là. Je vais vous donner un exemple. Les hommes sont mortels. Bon, très bien, première proposition. Les étudiants que vous êtes sont des hommes. Troisième proposition. Les étudiants sont intelligents. D'accord? Première proposition, deuxième proposition, troisième proposition. Alors, cherchez l'erreur. Est-ce que le fait de dire que les hommes sont mortels d'une part, que les étudiants sont des hommes d'autre part, aboutit au fait que les étudiants sont intelligents? Oui? C'est ça. On a inséré un nouveau mot. D'un seul coup, on nous parle d'être intelligent. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a 3 termes et c'est tout. Là, on a inséré un 4e terme. Intelligent. Alors, on n'a rien dit sur le fait, on n'a pas donné de généralité sur le fait que les gens intelligents, etc., etc. Vous voyez? Si on avait dit les hommes sont intelligents, tous les hommes sont intelligents, or les étudiants sont des hommes, donc les étudiants sont intelligents. Là, ça irait. Vous voyez? Si on avait dit ça au départ. Mais c'est pas ce qu'on a dit. On a dit les hommes sont mortels. Donc là, d'un seul coup, on fait intervenir un 4e terme. Donc ça, c'est une erreur fréquente. Alors là, c'est facile, hein, on le voit tout de suite. Mais vous verrez en pratique, quand on rédige, quand on parle, on aime bien, pour éviter d'utiliser tout le temps les mêmes termes, hein, ce qui est un peu lourd, on se dit, tiens, je vais changer un peu, je vais reformuler, je vais prendre des synonymes. J'ai dit ça, bon, je vais utiliser autre chose. Et on se dit, bah, c'est la même chose, je parle de ci, je parle de ça. Ah oui, mais en fait, non. En réalité, vous avez introduit un nouveau terme dont la définition n'est pas la même que l'autre, qui peut chevaucher en partie des notions, mais pas complètement. Et hop, d'un seul coup, on a introduit un décalage. Entre mortel et intelligent, on se dit oui, effectivement. Mais vous voyez, il y a des cas où en fait il y a un glissement qui se fait, et c'est assez subtil, on s'en rend pas compte. Et hop, ça aboutit à des erreurs de raisonnement. On finit par affirmer des choses qui sont fausses parce que justement on a introduit un 4e terme. Donc attention à ça. Très bien. Autre exemple. Proposition 1, les hommes sont mortels. Bon, voilà. On tourne toujours autour de notre exemple. Proposition 2, certains Michael sont des hommes. Proposition 3, tous les Michael sont mortels. Alors, est-ce que j'ai fait un bon syllogisme? Est-ce que les 2 propositions entraînent la 3e? D'un point de vue purement logique. Pardon? Pas tous en même temps, je vous écoute. D'un point de vue purement logique, c'est pas correct. C'est pas correct d'un point de vue purement vrai. logique. Qu'est-ce qui n'est pas correct? Qu'est-ce qui manque? Où est le problème? Parce que donc on met certains Michael, mais ça ne nous dit pas que tous les Michael sont mortels. C'est ça. On nous dit que certains Michael sont des hommes, mais pas tous. Voilà. Donc, on est passé d'un cas particulier, un qualificatif, certains, voilà, comme quand on dit quelques hommes au lieu de tout homme. Là, on a dit quelques
Michael, un certain Michael, quelques Michael, mais on n'a pas dit que tous. Donc ça veut dire que si je fais mon petit diagramme, j'ai l'ensemble des mortels qui est là. On nous dit que certains Michael sont des hommes, donc j'ai l'ensemble. Alors d'abord, on nous dit que les hommes sont mortels, bon, très bien, donc ça c'est bien, j'ai l'ensemble des hommes qui est donc à l'intérieur du cercle, très bien. Tous les hommes sont mortels, ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ça c'est la première proposition, la deuxième proposition avec le troisième terme, Michael, l'ensemble de ceux qui s'appellent Michael, on nous dit certains sont des hommes. Mais on peut tout à fait imaginer qu'ils ne le soient pas tous. Et donc, ça, oui, je vais dire MI, je vais appeler ça Michael. Bon, voilà. Et donc, en fait, la question se pose de dire, s'il se trouve que tous les Michael sont des hommes, alors effectivement, tous les Michael sont mortels. Mais s'il y a des Michael qui ne sont pas des hommes, eh ben alors ils ne sont pas nécessairement mortels. Par exemple, l'archange Michael. Vous savez, dans la Bible. L'archange Michael, dans le livre de Daniel, etc. Et puis vous le trouvez dans le Nouveau Testament. Bon. Donc, l'archange Michael, c'est pas un homme. Donc, est-ce qu'il est mortel? Moi, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, le problème, c'est qu'on est passé de certains à tous, en fait. J'aurais dû, si je veux corriger ma conclusion ici, au lieu de dire tous les Michael sont mortels, je devrais dire certains Michael sont mortels. Ça, ce serait un bon syllogisme. Donc, au lieu de dire tous, il faut que je passe à certains. Comme dans le premier, j'aurais dû passer de mortel à intelligent. J'aurais dû corriger. Ou, si je veux garder les deux propositions sans y toucher, j'aurais dû dire tous les étudiants sont intelligents, non pas intelligents, mais mortels. Donc c'est comme ça que j'aurais dû corriger mon syllogisme. Donc voilà, le syllogisme, là, je peux le corriger en changeant tous par certains. D'accord? Je finis, j'ai encore 2-3 exemples, après on fera la pause. Encore un autre exemple. Proposition 1, tous les hommes sont mortels. Proposition 2, tous les étudiants sont des hommes. Proposition 3, tous les hommes sont des étudiants. Est-ce que ce syllogisme est correct? Est-ce que les deux premières propositions entraînent la troisième? Non, c'est pas vrai à mon avis, Non? parce que la deuxième proposition, la première, tous les hommes sont mortels, à mon avis, que s'il s'agit d'une proposition vraie. Si on prend aussi comme vrai la deuxième, tous les étudiants sont des hommes, mais ça n'inclura pas que tous les travailleurs, par exemple. Donc, le fait de dire que tous les hommes sont des étudiants, c'est pas vrai parce que je connais par exemple des hommes qui travaillent et qui n'étudient pas. Donc effectivement, ce que vous dites, c'est qu'on peut penser à des gens qui ne sont pas des étudiants. Il y a des hommes qui ne sont pas des étudiants. On peut penser, voilà, donc, et qui sont pourtant mortels. Donc effectivement, ce syllogisme n'est pas bon. Cela dit, bon, là évidemment, on pense à des choses qui font écho à ce qu'on connaît déjà. Mais d'un point de vue formel, vous pouvez vérifier à partir des règles que je vous ai données, tout de suite voir qu'il y a un problème. Oui? C'est ça, on n'a pas repris mortel. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que effectivement, vous avez donc 3 termes dedans, grand terme, moyen terme, petit terme. La première proposition a le terme grand et moyen. La deuxième proposition, moyen et petit. La troisième doit prendre les extrêmes, le petit et le grand. Dans la conclusion, je dois avoir le petit et le grand terme. Or là, dans la troisième, le grand terme qui est mortel. Dans ma conclusion, je ne retrouve pas le terme mortel. Voyez, donc là, effectivement,
ça marche pas. Donc là, vous pouvez voir que le syllogisme est mauvais parce qu'on n'a pas respecté le fait que la conclusion reprend le petit et le grand terme. D'accord? Là, c'est facile à voir parce que c'est des choses qu'on connaît. Mais évidemment, si vous manipulez des notions un peu plus abstraites ou vous ne savez pas déjà qu'il y a effectivement des hommes qui ne sont pas des étudiants parce que voilà, ils ont fini leurs études, etc. Voilà, si vous êtes un peu confus, vous pouvez revenir à ces aspects très formels de la construction d'un syllogisme en disant là, il y a un problème. Dans la troisième proposition, dans la conclusion, je dois retrouver le petit terme et le grand terme. Donc, étudiant et mortel. Je devrais dire tous les étudiants sont mortels. C'est ça la conclusion logique. Ou si vous voulez permuter le sujet et le prédicat, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux dire quelques mortels est étudiant. Bon, voilà, parmi les mortels, il y a des étudiants. Bon, vous pouvez le dire dans le sens que vous voulez, mais il vaut mieux dire que tous les étudiants sont mortels, parce que si vous dites quelques mortels est étudiant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Voilà, c'est quand je disais tout lion est animal, implique que quelque animal est lion, vous avez perdu au passage. Voilà. Donc là, vous pouvez analyser ce syllogisme et repérer tout de suite le problème sans même réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Voilà. Ou même sans même vérifier si les propositions sont vraies, parce que vous disiez tout à l'heure, oui, la première proposition, je sais qu'elle est vraie. En fait, je ne suis pas en train de... Là, la question, c'est pas de savoir si c'est vrai ou non tous les hommes sont mortels. La question, c'est de dire, si j'ai la première proposition et que j'ai aussi la deuxième, ça entraîne la troisième. Alors, dernier exemple, et on va faire... ah non, j'ai encore deux, minces. Alors, attendez. Les hommes sont mortels. Deuxième proposition, les chiens ne sont pas des hommes. Troisième proposition, les chiens ne sont pas mortels. Vous voyez, je dis d'une part que les hommes sont mortels, j'affirme, première proposition, les hommes sont mortels. Deuxième proposition, les chiens ne sont pas des hommes. J'en déduis que les chiens ne sont pas mortels. Est-ce que ce syllogisme est correct? C'est une erreur de raisonnement très fréquente. C'est bien de savoir que les chiens sont immortels, oui? Voilà, on sous-entend un caractère exclusif dans la première proposition, qui serait que les hommes, il y a uniquement les hommes qui sont mortels. Oui, c'est ça, voilà. Là, on sous-entend que seuls les hommes sont mortels. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait reformuler la première proposition, non pas en disant les hommes sont mortels, mais tous les mortels sont des hommes. Quelque chose comme ça, d'accord? Si vous dites que tous les mortels sont des hommes, et que les chiens ne sont pas des hommes, bon, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez en déduire que les chiens ne sont pas mortels. Là, voilà, on a opéré. Ou bien, également, vous pouvez regarder sur le fait, on est passé à la négation. Vous avez une formulation négative, les chiens ne sont pas des hommes. Donc, quand on passe à la négation, il vaut mieux convertir les propositions de façon positive, vous voyez, faire ces exercices de conversion qu'on avait dit, quand vous passez de aucun, etc., voilà. Et pour éviter justement les pièges, ou tout simplement vous faites des diagrammes. Là encore, vous faites un diagramme de Venn, c'est très bien. Vous avez l'ensemble des mortels, vous avez l'ensemble des hommes dedans, voilà. Les hommes sont mortels, très bien, et les chiens. Les chiens, on dit que c'est pas des hommes. Alors on peut imaginer plusieurs cas de figure. On peut effectivement on peut imaginer que les chiens soient là, effectivement, mais on peut aussi, imaginer, attendez, je vais effacer ça, c'est pas forcément le cas, mais on peut effectivement aussi imaginer que les chiens soient ici. À ce moment-là, effectivement, les chiens ne sont pas des hommes, il n'empêche qu'ils sont quand même mortels. Là, ce qu'on pourrait dire, on pourrait corriger la conclusion, non pas en disant les chiens ne sont pas mortels, mais on pourrait dire que les mortels ne sont pas tous des chiens. Puisqu'on sait qu'il y a parmi les mortels, il y a des hommes, vous voyez? Quelque chose comme ça. Donc voilà, en tout cas, il faut corriger votre syllogisme. Et puis le dernier, puis on va faire la pause parce que je vois que l'heure tourne quand même. Dernier exemple. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous parle tout à l'heure de conversion des propositions. Souvent, quand on fait des conversions,
tac, on passe d'une positive à une négative, d'une proposition universelle à un particularisme, on généralise, etc. Donc là, c'est des erreurs de raisonnement super classiques. Et voilà, il faut être vigilant. Alors ensuite, quelques protestants sont brillants. Première proposition. Deuxième proposition, quelques étudiants sont protestants. Troisième proposition, quelques étudiants sont brillants. Est-ce que ce syllogisme est correct? On va voir si vous êtes brillant. On va voir si vous devez être protestant pour être brillant d'ailleurs. Est-ce que les deux premières propositions entraînent la troisième? Oui? Oui, je pense que la troisième, elle est bel et bien la déduction des deux premières. Donc, je pense que c'est vrai. Alors, très bien, vous êtes deux à penser que c'est vrai. Oui? Et moi, je pense que c'est faux, Ah, parce que les étudiants, ils peuvent faire partie des protestants qui ne sont pas brillants, parce que oui. tous ne le sont pas. Voilà. Alors effectivement, j'entends une voix d'opposition qui nous dit qu'en fait, on peut imaginer que les étudiants fassent partie des protestants qui ne sont pas brillants. Parce que ça existe aussi des protestants pas brillants. Si on avait dit tous les étudiants, tous les protestants sont brillants, alors là, effectivement, ok. Tous les étudiants, tous les protestants, si la proposition 1, c'était tous les protestants sont brillants, à ce moment-là, vous avez l'ensemble des brillants, et dans l'ensemble des brillants, vous avez l'ensemble des protestants, ils sont tous dedans. Vous dites quelques étudiants sont protestants, donc effectivement, vous avez l'ensemble des étudiants ici, certains d'entre eux sont protestants, certains étudiants sont protestants, et à partir du moment où ils sont protestants, ils sont brillants. Donc on aurait ces étudiants-là, quelques étudiants sont brillants. Mais c'est pas ce qu'on avait. On avait quelques. Donc ça veut dire que on n'a pas de proposition universelle. Et donc il faut penser que pour pouvoir appliquer un cas général à un cas particulier, il faut partir, que je disais, du plus large au plus concret. C'est le phénomène d'entonnoir. Si vous voulez faire une déduction, vous devez avoir un ensemble plus large et l'appliquer à un ensemble plus étroit. Là, on n'a que des quelques. Quelques protestants sont brillants, quelques étudiants sont protestants, quelques étudiants sont brillants, etc. On n'a pas tous. Si vous n'avez pas de proposition universelle, bah, vous allez être coincé. Alors évidemment, une proposition universelle, en théorie, ça marche. En pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous faites des sondages politiques. Tous les Français, ceci, tous les protestants, cela. En général, quand on généralise, on sait qu'il y a toujours des problèmes. Surtout quand on parle des protestants. Parce que si, quand les gens me disent les protestants, je leur dis non, alors déjà, certains protestants, c'est la caractéristique du protestantisme. On peut jamais rien dire d'universel sur les protestants. Voilà. Mais donc, voilà. Donc, concrètement, c'est là aussi que vous allez avoir beaucoup d'erreurs de raisonnement. Parce qu'on va avoir ce phénomène de généralisation. On n'est pas parti, on n'a pas de proposition universelle qui ne nous permet pas de conclure. Et donc, on peut tout à fait imaginer, si je dis quelques protestants sont brillants, alors je vais faire le diagramme qui correspond, vous avez les brillants, ici, vous avez les protestants là, oula, je vais essayer de faire un cercle un peu mieux quand même, les protestants qui sont là, et on nous dit quelques étudiants sont protestants. Bon, alors je vais mettre les étudiants qui sont là, hein, voilà. Si effectivement les étudiants sont là, je vais avoir quelques étudiants protestants, effectivement. Et puisque quelques étudiants sont protestants, avec un peu de chance, ils sont aussi dans le lot des brillants. Et donc, je vais avoir quelques étudiants qui sont brillants. D'ailleurs, je peux avoir quelques étudiants qui ne sont pas protestants, mais qui sont quand même brillants. Ça peut arriver, hein, des catholiques brillants. Bon, on peut imaginer, hein, personne n'est parfait, mais ça peut arriver. Ou bien, mais ce dessin-là, je peux aussi imaginer un autre cas de figure où j'ai donc les brillants ici, les protestants qui sont là, et les étudiants qui sont là.
Donc, la proposition 1 me dit quelques protestants sont brillants, effectivement. J'ai quelques protestants qui sont brillants. On me dit quelques étudiants sont protestants, mais oui, effectivement. Quelques étudiants sont protestants. Ça ne veut pas dire que quelques étudiants sont brillants. Malheureusement, les étudiants protestants font partie des protestants qui ne sont pas brillants. Bon, ce n'est pas votre cas, évidemment. Voilà. Si vous êtes ici, de toute façon, c'est que c'est forcément que vous en voulez. Donc, voilà. Ça, là encore, les diagrammes de Venn ont beaucoup changé l'approche et la visualisation qu'on fait des syllogismes et, voilà, et de la logique de manière générale. Ça va pour vous? On se fait une petite pause, 10 minutes, et puis on reprend. Je vous retrouve donc tout de suite. On va se dégourdir les jambes.